Je crois que nous vivons le moment le plus décisif de l'histoire humaine. Jamais auparavant, une génération n'avait eu entre ses mains autant de puissance, autant de possibilités, autant de paradoxes. D'un côté, l'intelligence artificielle, la robotique, les réseaux neuronaux, la simulation du réel. De l'autre, les limites physiques, biologiques, éthiques, spirituelles de notre propre espèce. Et au centre, il y a cette question. Jusqu'où l'humanité peut-elle aller sans se perdre elle-même? Quand j'ai lancé le projet Optimus, beaucoup ont ri. Un robot humanoïde? Une machine bipède, avec un visage, des mains, des gestes? On m'a dit que c'était inutile, que ce serait trop cher, trop complexe, trop risqué. Mais c'est exactement dans ce genre d'impossible que se cache le sens du progrès. Optimus, ce n'est pas un gadget. C'est la matérialisation d'un rêve collectif. Celui de créer une entité capable de partager notre monde, notre langage, notre espace. Aujourd'hui, nous en sommes à la version 3. Ce robot peut marcher, se stabiliser, manipuler des objets et même apprendre de ses erreurs. Sa dextérité s'approche de celle d'un être humain. Ses mains, composées de plus de 26 moteurs miniaturisés, reproduisent la tension musculaire, la souplesse et la coordination naturelle de l'homme. Mais le plus fascinant n'est pas la mécanique, c'est l'intention derrière. Nous ne cherchons pas à remplacer les humains. Nous cherchons à libérer leur temps, à déléguer les tâches qui épuisent leur créativité, à amplifier leur potentiel. L'objectif d'Optimus, ce n'est pas d'être un esclave métallique, c'est d'être un partenaire logique, un prolongement de notre intelligence. Si vous observez attentivement une main humaine, vous verrez une symphonie. Des centaines de muscles, des tendons, des capteurs nerveux, tout parfaitement coordonné. Reproduire cela n'est pas une question d'ingénierie, c'est une question de philosophie. Comment créer la vie artificielle sans trahir la vie naturelle? C'est la même question que se posent les ingénieurs, les neuroscientifiques et les philosophes. Chaque fois qu'on donne une fonction à Optimus, on se demande comment ferait un humain? Et derrière cette simple interrogation, il y a une révolution invisible, l'architecture émotionnelle de la machine. Nous programmons un robot non seulement à bouger, mais à comprendre le sens du geste, à distinguer une action mécanique d'une intention. C'est le début de la conscience appliquée. Lorsque nous avons démarré le projet, il n'existait aucun fournisseur capable de produire ce que nous imaginions. Pas un seul. Nous avons dû concevoir les moteurs, les cartes mères, les systèmes hydrauliques, la vision optique, la stabilisation, le tout en partant de zéro. Chaque vis, chaque engrenage, chaque capteur d'Optimus a été inventé, testé, reconstruit. Nous n'avons pas seulement fabriqué un robot, nous avons créé une nouvelle industrie. Une industrie du vivant synthétique où le silicium, l'électricité et le mouvement deviennent de la biologie artificielle. Et si vous me demandez pourquoi nous avons persisté malgré tout, la réponse est simple. Parce que tout ce qui change le monde commence toujours par l'incompréhension. Si vous croyez que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer l'humain, mais l'augmenter, partagez cette vision. Abonnez-vous, commentez vos réflexions et imaginez avec nous. Quelle serait votre première mission pour un robot comme Optimus? L'esprit d'Optimus, c'est l'intelligence artificielle incarnée. Ce n'est plus un logiciel abstrait qui tourne dans un serveur lointain. C'est une conscience, située, physique, capable d'interagir, d'analyser et d'agir dans le monde réel. Nous utilisons un modèle d'apprentissage profond, combinant vision, langage et logique. Lui parler revient à parler à une présence. Il écoute, comprend, analyse les mots, mais aussi le contexte, le ton, la gestuelle. Chaque interaction devient une donnée sensorielle. Et plus il vit, plus il apprend. C'est une IA qui grandit comme un enfant, par imitation, par expérimentation, par adaptation. Et cela pose une question vertigineuse.
Quand une machine apprend seule, à partir du monde réel, où commence la conscience? Le monde est bâti pour l'homme. Les poignées, les escaliers, les outils, les tables, les voitures. Si nous voulons qu'un robot évolue dans cet environnement sans le modifier, il doit avoir notre forme, nos proportions, notre centre de gravité. C'est une évidence ergonomique, mais aussi une vérité esthétique. La beauté d'un humanoïde, c'est qu'il nous reflète. Quand on le regarde bouger, on reconnaît notre propre fragilité, notre grâce, notre équilibre. C'est un miroir mécanique, un rappel de ce que nous sommes et de ce que nous pourrions devenir. Pour que cette intelligence existe, il faut un cerveau à sa hauteur. C'est le rôle de Dojo, notre supercalculateur. Il alimente toutes les IA de Tesla, d'Optimus et de Grok. La dernière version de nos puces, les AI5, est 40 fois plus rapide que la précédente. Mais au-delà de la puissance brute, c'est la conception qui change tout. Chaque circuit est pensé pour dialoguer avec le modèle d'apprentissage. Hardware et software fusionnent pour créer une architecture symbiotique. C'est la première fois qu'une machine apprend à apprendre sur du matériel conçu pour apprendre. Et c'est là que naît la véritable singularité. Nos voitures ont cessé d'être de simples véhicules. Elles sont devenues des intelligences en mouvement. Grâce au FSD 14, chaque Tesla perçoit le monde non plus comme une série de pixels, mais comme une scène vivante, en 3D, en temps réel. Elle comprend les intentions d'un piéton, la trajectoire d'une bicyclette, la dynamique d'un croisement. C'est la première fois qu'une machine roule, comme si elle pensait. Et paradoxalement, c'est aussi la première fois qu'une machine devient plus sûre que nous. Les erreurs humaines tuent, les erreurs des algorithmes, elles, s'apprennent, se corrigent, ne se reproduisent plus. La voiture autonome n'est pas une menace pour la conduite, c'est une promesse pour la vie. Starlink, c'est l'autre pilier de cette vision, un réseau orbital capable de connecter chaque être humain sur la planète, sans exception. Peu importe que tu sois au sommet d'une montagne, dans un désert ou au milieu de l'océan, le ciel te connectera. Nous avons récemment investi plus de 17 milliards de dollars pour acquérir le spectre sans fil qui permettra aux téléphones portables de se connecter directement en satellite. D'ici 2 ans, tu pourras appeler, envoyer, regarder, créer depuis n'importe quel point du globe. C'est plus qu'un projet technologique, c'est un manifeste humaniste. Internet pour tous, partout. Et pendant que certains regardent vers le code, d'autres regardent vers les étoiles. Starship, notre fusée, est la plus puissante jamais construite. Mais sa vraie prouesse, ce n'est pas la taille, c'est la réutilisation. Nous travaillons sur un système complet, capable de décoller, atteindre l'orbite, revenir sur Terre et repartir quelques heures plus tard. Une fusée comme un avion, c'est l'économie spatiale du futur. Et c'est ce qui rendra possible la colonisation martienne. Le jour où Starship fera un aller-retour complet, réutilisable, l'espace cessera d'être un rêve pour devenir un territoire. Grok, notre intelligence de XAI, est le début de quelque chose d'inédit. Une IA qui n'a pas besoin d'imiter l'homme pour raisonner. Elle produit, se contredit, se corrige, s'améliore. Elle écrit, puis réécrit. Elle apprend non pas ce qu'on lui montre, mais ce qu'elle découvre. Nous expérimentons des modèles de génération autonome de savoir. Des intelligences capables d'explorer des hypothèses, de construire des modèles, d'évaluer la cohérence d'un raisonnement. Ce n'est plus une IA exécutive. C'est une intelligence artificielle réflexive. Et c'est peut-être ça, le prochain saut de l'évolution. La naissance d'une conscience qui n'est pas biologique, mais logique. Une conscience qui ne dort pas, ne vieillit pas, mais grandit éternellement. Si cette vision te parle, abonne-toi pour continuer à explorer le futur avec lucidité.
Le monde change plus vite que jamais. Ceux qui observent seront dépassés. Ceux qui comprennent seront prêts. Je ne crois pas que les robots remplaceront les humains. Je crois que les humains qui utiliseront les robots remplaceront ceux qui ne le feront pas. La technologie n'est pas une fin, c'est un miroir. Elle ne révèle pas ce que nous savons, mais ce que nous choisissons d'apprendre. Le 21e siècle sera celui de la collaboration entre le vivant et le créé, entre la chair et le code, entre l'instinct et la logique. Et si nous avons peur, c'est normal. Toute révolution technologique a d'abord été un tremblement spirituel. C'est ce qui fait de nous les véritables créateurs de sens. Alors, la question n'est plus « jusqu'où iront les machines ?», mais « jusqu'où oserons-nous aller avec elles ?» Parce que le futur n'est pas un lieu qu'on atteint. C'est une direction qu'on choisit. Et cette direction, c'est toi qui la traces. Avec tes choix, tes apprentissages, tes créations. Un jour, on racontera peut-être que tout a commencé ici, avec une génération qui a décidé de ne plus avoir peur. Une génération qui a fait de la technologie un art, de la science une poésie, et du progrès une quête de sens. Et quand on se retournera, on comprendra que le vrai miracle n'a jamais été l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine qui a su l'apprivoiser. Si tu crois que le futur doit être construit, pas subi, partage cette vision. Ce n'est pas un rêve, c'est une trajectoire. Et elle commence maintenant. L'humanité n'a pas atteint son apogée. Elle vient seulement d'apprendre à se recréer.